Bonsoir et bienvenue à cette table ronde Deep Fields, explorer les limites des champs de perception, et qui est organisée en clôture de l'exposition du même nom, exposition conçue par l'artiste Félicie Detiendorf, qui est juste ici à ma gauche, et le philosophe Olivier Schaeffer, qui va arriver d'une seconde à l'autre, en synergie avec Stéphanie Pécourt, qui est la directrice du centre Wallonie-Bruxelles. Donc cette table ronde va être un dialogue, ou devrais-je dire un multilogue, entre d'une part Félicie Detiendorf, Olivier Schaeffer, et donc les deux commissaires de l'exposition et leurs invités. Nous l'avons articulée, elle a été articulée autour de grandes questions, de grandes thématiques, et nous allons voir comment nous allons tenir la liste en si peu de temps, mais parce que chacune pourrait faire l'objet d'un colloque sans trop de problèmes. Mais et puis j'imagine que certaines vont se croiser, mais nous verrons comment nous allons dérouler ces questions avec nos invités. Et nous avons l'immense privilège d'accueillir, donc en continuant à tourner, d'une part Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, et son dessin du trou noir de 1978, qui a été un moment clé dans la recherche scientifique, est exposé à l'entrée de l'exposition. J'imagine que vous l'avez tous vu. Donc il nous quittera un tout petit peu plus tôt, mais on va l'exploiter au maximum. Ensuite, nous avons les artistes Evelina Domnich et Dimitri Gelfand, qui travaillent en duo tous les deux. Donc, ce sont des artistes dont l'œuvre se situe à la frontière de l'astrophysique, de la philosophie et de la perception. Et également, leur installation ER égale EPR est présente dans l'exposition. Et enfin, nous avons Thomas Hertog, cosmologiste, professeur à l'université de Louvain en Belgique, et qui a été pendant plus de 20 ans le principal collaborateur de Stephen Hawking. Et nous serons rejoints un petit peu plus tard par l'artiste, dans le courant de la soirée, par l'artiste Lily Hibert. Donc, quant à moi, je suis Annick Bureau, avec le redoutable rôle ce soir de réguler le temps. On n'a jamais dit que c'était faisable. Bien, donc notre première thématique, notre premier sujet est tout simplement celui qui donne son titre à l'exposition et à cette table ronde, c'est-à-dire Deep Fields, autrement dit à la fois champ profond et profondeur de champ, et comment cela résonne avec nos invités. Et je passe la parole à Félicie. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je voulais, en introduction de cette table ronde, pour ceux qui peut-être n'ont pas vu l'exposition, reprojeter l'image prise par le télescope Hubble. Là, celle-ci, c'est celle de 2004. Mais on est en fait... le titre de l'exposition est emprunté donc, à cette photographie. Donc, on appelle ça le champ profond de Hubble. Et donc, dans une image prise sur donc c'est un télescope qui est dans l'espace, qui a pris dans une portion minuscule du ciel, équivalent d'une tête d'épingle sur la voûte céleste, des milliers de galaxies, donc 3000 galaxies. Et puis, il y a eu des pauses longues qui ont été faites à différents endroits du ciel. Et petit à petit, on a découvert de plus en plus de galaxies. Donc, cette fenêtre ouverte par le Deep Field de Hubble n'est qu'un exemple parmi d'autres de toute la profondeur de champ auquel on a accès aujourd'hui grâce aux avancées de la physique et de l'astrophysique. Et avec Olivier, donc dans cette exposition qu'on a donc intitulée Deep Field au pluriel, on voulait explorer ces champs profonds et parler en fait de la manière dont les artistes explorent en fait ces nouveaux champs et ces espaces qui nous sont donnés par les recherches donc, des astrophysiciens. Les images comme Hubble, c'est une preuve physique qui permet de... Alors, l'image, la première, je vous montre là, c'est en fait une partie de cette image que vous voyez là. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, chaque point lumineux, c'est une galaxie. C'est une image que vous connaissez peut-être déjà. Avec à l'intérieur, donc, il faut imaginer donc, des milliards de soleils.
et de systèmes solaires. Et là, ça, c'est la première image de la Terre vue du ciel qui date de 1946. Donc, c'est pris par une photographie prise par une fusée V2, une fusée militaire. Et c'est la première image qui a donné une vue comme ça aussi de la Terre, comme un objet, en fait, vu du ciel. Et dans notre exposition, on parle d'artistes contemporains comme Evina et Dimitri, qui travaillent avec les sciences actuelles. Et puis aussi, on remonte aux origines, un peu au land art, ce qu'on appelle le land art. Nous, on connaît le land art, mais en fait, c'est plutôt même le earth art, l'art de la terre, des années 60. Et on montre, entre autres, des travaux de Nancy Holt et Charles Ross. Je te passe le micro. Ouais, je vois que tu me regardes. Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, on va redescendre sur Terre un instant, si ça ne fait rien. Donc, effectivement, vous avez peut-être vu en parcourant l'exposition qu'il y a certaines œuvres qui datent plutôt des années 70 et qui nous renvoient en effet à ce courant qu'on a appelé par commodité le land art. Là, vous avez le cartel, enfin l'affiche de la première exposition historique qui a réuni ces artistes à New York en 1968, Earthworks, donc qui signifie terrassement et qu'on peut aussi lire comme des œuvres de terre. Donc, qu'est-ce que le land art vient faire dans cette affaire, puisque là on était avec Hubble dans des champs extrêmement éloignés. Ça peut sembler un peu étrange. Voilà des artistes qui s'intéressent, comme vous le savez peut-être, à l'horizon terrestre, qui recueillent des cailloux, qui en font des sculptures, qui interviennent dans le désert. Et en même temps, il y a toute une dimension du land art qui est très importante, c'est que parlant de la Terre, ils en parlent comme d'un matériau, mais ils parlent aussi de la Terre comme de la planète Terre, au sein du cosmos. Donc il y a cette dimension qui est très importante. Donc, pour prendre deux exemples, un exemple connu et un peut-être un peu moins connu, deux artistes qui sont présents dans l'exposition. L'artiste Nancy Holt, donc vous avez un dessin qui est à l'entrée de l'exposition, qui réalise donc ces sun tunnels, donc ces espèces de tunnels, enfin ces tunnels, ces buses en béton, qui sont dans un endroit spécifique dans le désert de l'Utah et qui sont orientés en fonction des solstices d'hiver et d'été. Donc si vous les regardez sous un certain angle, Félicie, peut-être tu pourras montrer après, parce qu'il y a une citation qui est intéressante, on voit le soleil se lever ou se coucher. Ces sun tunnels sont également pleins de trous qu'on voit, qui sont en fait des inscriptions de constellations que Nancy Holt a tracées dessus. Donc ce sont à la fois des sortes d'objectifs en quelque sorte, et ce sont en même temps des sortes de télescopes, et qui nous permettent, si tu reviens peut-être à la slide précédente, voilà, rapidement, il y a une citation d'elle en anglais, qui nous permettent de faire cette expérience, de donner ce sentiment qu'on est vivant sur cette planète. Et donc l'idée de Nancy Holt, c'était de faire descendre les étoiles sur Terre, avec cette extraordinaire œuvre des Sun Tunnels. Et donc il y a une autre œuvre dont on présente un dessin magnifique, et une œuvre extraordinaire qu'on a eu la chance de visiter avec Félicie au Nouveau-Mexique, qui s'appelle Star Axis, qui est un observatoire des étoiles, et dont le principe est qu'il est parfaitement orienté sur l'axe de rotation terrestre. Et quand on traverse, on le voit d'en bas, et quand on monte progressivement les marches de ce Star Axis, on voit l'étoile du pôle Nord, l'étoile de référence, qui se décale progressivement dans le ciel. Et à la fin, on a une vue très large, une orbite très large, et on voit ce qui sera notre étoile du pôle Nord, c'est-à-dire Vega, dans, je crois, 13 000 ans à peu près, puisque ça suit le cycle de précession des équinoxes. Donc c'est qui de 26 000 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est une œuvre tout à fait extraordinaire, qui nous fait traverser l'espace et voyager dans le temps. Voilà, le tunnel est aussi comme une sorte de longue lunette astronomique, mais qu'on traverse. Et dernière image que l'on montre ici, bon, c'est un horizon, un soleil très beau. C'est un mesa, on est là-bas aussi au Nouveau-Mexique. C'est 40 miles totalement dégagés, donc à peu près 60 km dégagés. Et ce que Charles Ross explique, c'est qu'à cet endroit-là, on commence à voir la courbure de la Terre. Donc voilà, des expériences tout à fait saisissantes de nous au sein de l'univers et dans des dimensions, tout à fait, qui dépassent le simple sol terrestre. Voilà, donc on voulait mettre ça en avant dans l'exposition. Donc alors, du champ terrestre de ces observatoires, on arrive sans transition au livre de Thomas. Donc on parle du champ, donc là du champ terrestre, et c'est vrai qu'il y a dans notre exposition, on a souhaité
mettre en avant aussi, essayer de ressentir, comprendre en fait ces champs invisibles qui habitent la physique et dont les physiciens et astrophysiciens sont beaucoup plus peut-être habitués à les comprendre. Et notamment, Thomas, donc, on voulait reparler de ton livre, L'origine temps. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler d'une chose peut-être pas forcément très simple, en tout cas tu parles beaucoup du champ de l'espace-temps comme voilà, d'un tissu, on le représente souvent de cette manière-là. Est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais nous parler en fait, voilà, de ce tissu de l'espace-temps? C'est une métaphore que tu emploies et on a peu l'habitude d'imaginer voilà, l'espace-temps comme en relation physique, comme une relation physique entre les objets. Et effectivement, on peut reprendre ta citation, je remets mes lunettes, pardon. Einstein a fait passer l'espace-temps du stade cosmique immuable de Newton à un champ physique flexible. Oui, c'est ça. Ça marche. Ok. Bonsoir à tous. Il n'a pas l'air de marcher comme ça. Mais... Ok. Vous entendez bien? Écoute, c'est central cette idée d'un champ dans la physique. C'est vraiment une découverte de Faraday en 19e siècle. Il a conçu de cette idée d'un champ, une sorte de substance invisible qui remplit l'espace. On connaît tout, le champ de Higgs maintenant. Donc, c'est vraiment partout dans la physique. C'est comme ça c'est la physique moderne. C'est basé sur... On conceptualise, on mathématise des particules comme des champs, comme le champ électromagnétique. La révolution avec Einstein, c'est vraiment que avant Einstein, on avait des champs pour des champs électromagnétiques, par exemple. Mais Einstein a fait un autre. Mais l'espace et le temps n'étaient pas des champs dans la physique. En fait, l'espace et le temps étaient comme une aréna, une sorte de structure, disons, presque métaphysique, fixe, absolue, immuable. Et le grand pas qu'Einstein a fait, c'est, par analogie avec le champ électromagnétique, il a dit, peut-être l'espace-temps est aussi un champ. Alors, une entité invisible qui rentre dans nos équations, qui fait partie de la physique, pas de métaphysique, qui fait partie de la physique et qui peut changer, qui peut évoluer, qui peut déformer, former des trous noirs, qui peut avoir des perturbations, des ondes gravitationnelles. Ce sont des ondes, ce sont des perturbations, ce sont des vibrations du tissu de l'espace-temps. Donc, oui, c'est vraiment la base de la physique. Je ne peux rien dire d'autre. Peut-être, excuse-moi, ça ferait comme ça, on va parler, Jean-Pierre. Pourquoi flexible? C'est souple, en fait. C'est assez... Enfin, pourquoi? Je ne sais pas s'il y a de réponse à cette question, mais quand je dis cette image, c'est une trame qui se... Voilà. Oui, quand je dis que ça fait partie de la physique, ça veut dire que ce champ de l'espace-temps rentre en dialogue avec ce qui se passe dans l'univers. Par exemple, ici, cette image et la formule nous disent que la masse de la Terre, c'est le côté droit de la formule, rentre en dialogue avec le champ d'espace-temps, côté gauche de la formule. Et ce dialogue entre masse et énergie et la forme de l'espace-temps, c'est ça qu'on appelle la gravitation, la gravité. Et donc, oui, c'est dynamique, c'est flexible, comme tout le reste de la physique. Ouais. D'accord. Et vous avez... Et quand tu accumules de plus en plus de masse dans un petit endroit, alors la déformation va devenir plus grande.
Et à un certain point, tu crées une sorte de trou dans l'espace-temps. C'est ça qui est un trou noir. Alors, merci. Peut-être, Jean-Pierre, on pourrait en dire un mot. L'homme des trous noirs. Donc là, plus la masse est grande, plus la trame de l'espace-temps se modifie au point de devenir voilà, ce trou noir. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce qu'on appelle des trous noirs seraient des preuves, peut-être supplémentaires, de cette flexibilité de cette trame de l'espace-temps? Ma question est peut-être très simple pour vous, mais pour nous, elle est importante. Oui. Alors, il y a beaucoup de façons de parler de champ en physique. Donc, il y a la façon dont a parlé Thomas, qui représente effectivement la physique fondamentale. Donc, avec les trous noirs, on parle effectivement d'un champ gravitationnel qui pousse un petit peu à l'extrême ces notions d'élasticité et de flexibilité de l'espace-temps, puisque effectivement des accumulations, des concentrations extrêmes de matière et d'énergie, passées à un certain stade, produit par exemple par des phénomènes astrophysiques comme l'effondrement gravitationnel, passé à un certain stade, on a une sorte de puits de gravitation qui se crée dans l'espace-temps, c'est-à-dire une déformation extrême, délimitée par une surface immatérielle que l'on appelle un horizon des événements. Le terme signifie que les événements qui sont dans le puits de gravitation sont cachés à la vue de tout observateur. D'ailleurs, un horizon qui est la surface immatérielle de ce que l'on va appeler un trou noir. Donc on a effectivement l'exemple le plus extrême de la flexibilité de l'espace-temps, au point que les trous noirs sont des objets qui sont prédits. J'avais d'abord été prédit bien avant la théorie de la relativité générale sous la forme d'astres invisibles, mais bon, je n'ai pas trop le temps de parler de cet aspect historique. Mais c'est avec effectivement la théorie d'Einstein qu'ils ont réellement commencé à prendre une consistance, mais initialement théorique, qui a beaucoup embarrassé les premiers physiciens, y compris les plus brillants d'entre eux. Einstein lui-même n'a jamais cru que l'effondrement gravitationnel puisse aboutir à ce genre d'objet, car les propriétés des trous noirs sont assez extravagantes d'une certaine manière, même si aujourd'hui elles font partie complètement du corpus de notre compréhension, effectivement, là, vous parlez de l'effondrement d'une étoile. De l'espace-temps. Comment ? Vous parlez de l'effondrement d'une étoile. Je n'ai pas entendu la question, pardon. Vous parlez de l'effondrement d'une étoile. L'effondrement gravitationnel, c'est juste pour le... Oui, alors la formation des trous noirs, alors là, indépendamment après de la théorie de la relativité qui va dire que théoriquement, il puisse y avoir effectivement des concentrations de matière et d'énergie telles qu'il va y avoir ces solutions particulières de la théorie d'Einstein, dans lesquelles il y avoir une sorte de déconnexion entre le piège gravitationnel et l'extérieur. Après, évidemment... et c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs beaucoup de résistance pendant des décennies. Il fallait imaginer ou proposer des processus astrophysiques capables de former ce genre effectivement de concentration extrême. Alors effectivement, j'ai mentionné l'effondrement gravitationnel, qui est l'un des processus possibles pour former ce qu'on appelle des trous noirs stellaires, c'est-à-dire le cœur d'étoiles massives qui va s'effondrer à la fin de la vie lumineuse des étoiles. Il n'y a plus de réaction thermonucléaire pour soutenir la gravitation, et donc le cœur s'effondre et passer une certaine masse limite qui est de l'ordre de 2,5 fois la masse du Soleil. La physique actuelle ne connaît pas d'alternative que le trou noir. Sinon, en dessous, on peut avoir des naines blanches ou des étoiles à neutrons, mais qui sont des objets également effectivement assez fascinants et assez compacts, mais qui sont quand même dont l'effondrement a été stoppé par une résistance ultime de la matière et qui ont une surface solide. Alors que le trou noir n'a plus de surface solide et en principe, dans nos connaissances actuelles, rien ne peut arrêter l'effondrement. Et c'est là où on va dans un champ ultra profond dont on ne connaît pas le bout, puisque si on extrapole les simples équations de la relativité, des trajectoires qui plongent dans un trou noir, qui franchissent cet horizon des événements, eh bien, dans la plupart des modèles de la relativité non quantique, on aboutit à ce qu'on appelle une singularité. C'est le fond du fond, le plus profond d'un champ que l'on peut avoir. Mais c'est la fin des lignes d'univers. C'est une sorte de fin du temps. Donc c'est une plongée, effectivement, dans un champ extraordinairement profond. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir eu l'occasion de faire cette simulation numérique en 1978 avec les outils de l'époque, montrant l'œil que vous voyez, c'est l'horizon des événements agrandi par un facteur de mirage gravitationnel pour donner ce qu'on appelle l'ombre du trou noir, mais surtout le halo lumineux que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz chaud turbulent qui gravite autour du trou noir. Et donc
ce travail, qui est un travail de physique mathématique, hein, qui consiste à intégrer des trajectoires de rayons lumineux dans les solutions des équations d'Einstein qui décrivent la structure courbe, élastique et flexible de l'espace-temps autour d'un trou noir, permet d'imaginer une plaque photo virtuelle placée à une certaine distance du trou noir, avec un certain angle de vue, et on calcule donc à l'ordinateur les trajectoires, l'impact des rayons lumineux sortant du disque d'accrétion. Voilà. Alors vous avez dit tout à l'heure que ça avait été un moment important dans l'histoire des trous noirs. Ben, sur le moment, ça n'a pas vraiment aperçu, parce que pendant 10 ou 15 ans, il ne s'est rien passé. Bon, j'ai publié évidemment cet article, on en a un petit peu parlé pendant quelques mois. Et puis après, à l'époque, on n'imaginait pas, ou peu de gens imaginaient que l'on puisse arriver à un degré de finesse télescopique pour voir ce genre de structure. Il faut savoir que les trous noirs, quand même, c'est des concentrations extrêmes. Et en général, ils sont rares, donc ils sont loin. Et donc, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des télescopes ayant une résolution capable d'observer de près l'ombre d'un trou noir. Et puis, il se trouve que, effectivement, la radioastronomie a permis cela. Et là, vous voyez, effectivement, la première image télescopique. Alors, attention, ce n'est pas une photographie, c'est une reconstitution informatique extrêmement complexe, mais d'un trou noir supposé au centre d'une galaxie lointaine qui s'appelle M87, Messier 87, entouré d'une structure lumineuse. Et il se trouve qu'à la fin de mon article de 1978, j'avais fait l'hypothèse que si un jour on arrivait à faire une sorte de photographie d'un trou noir, le premier candidat serait M87, puisque à l'époque c'était le premier candidat trou noir supermassif dont on soupçonnait l'existence au centre des galaxies lointaines. Donc voilà une belle concrétisation. Mais oui. Excusez-moi. Est-ce que c'est de ces trous noirs, ces trous noirs que vous vous êtes intéressés, Evelina et Dimitri? Pardon, je fais la transition parce qu'on voulait parler, me semble-t-il, après de leur travail que vous voyez dans la black box, hein, dans l'exposition, où on a, semble-t-il, des trous noirs. Donc ma question est sur quel type de données vous vous êtes appuyé? Quel type de trous noirs pour vous ont été importants? Est-ce que c'est Sagittarius A? Est-ce que c'est celui dont vient de parler plutôt Jean-Pierre? Et puis peut-être c'est l'occasion de parler de cette œuvre, bien sûr. Et tu auras peut-être une question plus spécifique d'ailleurs, Félicie. Je crois, ouais. C'est le fait que on ne peut pas vraiment, même avec la radiotélescopie, observer les trous noirs. Quand on a fait l'installation que vous pouvez percevoir là-haut, dans l'exposition, oui. C'était avant l'image de Event Horizon que nous avons vu justement. Et c'était même avant c'était 2016, c'était l'année avant que LIGO a gagné le prix Nobel pour l'enregistrement d'ondes gravitationnelles. Mais c'était vraiment les limites de notre capacité de percevoir que nous a inspiré. Peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que votre pièce là-haut, donc souvent vous la présentez comme un analogue de trou noir, mais c'est aussi une manière de montrer le mouvement de ce tissu de l'espace-temps. Parce que ce dont tu parles, LIGO, en fait, c'est un télescope, si on peut appeler ça un télescope, qui capture la collision de deux trous noirs. Est un événement tellement cataclysmique qu'il enclenche une onde gravitationnelle qui est capturée ensuite sur Terre par le télescope LIGO, qui a été capturé, donc, je ne sais plus en quelle année, 2015.
et qui prouve quelque part aussi l'existence de ces trous noirs qui sont, si j'ai bien compris, invisibles d'une certaine manière. Ou, enfin, moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, votre œuvre là-haut, cet aquarium, cette eau qui est en mouvement, ce fluide, montre ce mouvement de deux trous noirs qui entrent en collision quelque part. Donc c'est un peu la suite de ce dont on parlait. Et effectivement, là, ça montre voilà, le mouvement de la flexibilité de cet espace-temps. Oui, pour moi, ça montre ce que j'aime bien dans leur œuvre, c'est vous voyez les trous noirs, mais c'est rendu visible par le laser. Et donc, vous voyez aussi cette interférence. Et donc, en fait, LIGO utilise des lasers pour mesurer ces ondes gravitationnelles. Donc, puis voilà. C'est quoi ouh là là, ok, je dois expliquer tout ça. On ne va pas expliquer tout le schéma. C'est un télescope ou un laser? On appelle ça un interféromètre. Oui, c'est un interféromètre. Hein. Donc, c'est quoi une onde gravitationnelle? C'est une vibration de ce champ d'espace-temps. Alors, ça fait quoi? Ça change un tout petit peu la longueur, la distance. C'est ça, l'espace. Ce sont les distances. Donc, LIGO mesure la longueur des deux bus, des deux tubes ici. Ils sont 4 km. Et quand une onde gravitationnelle passe la Terre, la longueur change pas plus que par le diamètre d'un seul proton. Alors, c'est extrêmement petit. Comment tu mesures ça? En utilisant un interféromètre, en utilisant du laser. Et c'est ça que je trouve intéressant dans leurs œuvres. Ils combinent quelque part l'instrumentation d'un part avec une sorte d'image des trous noirs, les sources de ces ondes gravitationnelles d'autre part. Oui, je voudrais, enfin non pas du tout mettre en bémol, mais dire que ces détections d'ondes gravitationnelles ne sont pas encore une preuve absolue de l'existence des trous noirs. L'une des raisons, c'est parce que d'autres objets compacts qui ne sont pas encore au stade trou noir, comme les étoiles à neutrons, produisent également des ondes gravitationnelles. Donc, il y a toujours une grille de lecture, c'est-à-dire on a des observations et on va comparer avec des simulations numériques qui ont été faites précédemment. D'ailleurs, ça a été le cas également de l'imagerie du trou noir par l'Event Horizon Telescope pour reconstituer l'image que vous avez vue. Ce n'est pas du tout de photographie, c'est de reconstituer à partir d'une masse de données recueillies par 9 radiotélescopes placés sur répartis sur l'ensemble de la planète et comparés à des simulations numériques précédentes qui avaient été faites. Alors, la mienne, ce n'était que le début. Après, il y a eu des simulations plus sophistiquées, en tout cas avec des plus gros calculateurs qui donnaient à peu près le même résultat, mais il fallait comparer. Donc, pour les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Moi, je me souviens à l'époque, je travaillais dans le groupe d'astrophysique relativiste de l'Observatoire de Paris et c'était mes collègues comme Thibaut Damour et quelques autres qui avaient effectivement fait des simulations théoriques de à quoi devrait ressembler le signal gravitationnel lors de la collision de deux objets compacts. Et je dis objets compacts parce que les étoiles à neutrons font partie des objets compacts. Donc après, il y a une grille de lecture théorique. On va comparer les données reçues par LIGO, Virgo, etc. au profil d'ondes gravitationnelles qui ont été simulées numériquement. Et puis dans la grille de lecture, il y a aussi le fait, j'ai brièvement fait allusion, qu'on sait que par exemple les étoiles à neutrons ne peuvent pas dépasser une certaine masse limite, qui est de l'ordre de 2,5 fois la masse du Soleil. Or, les ondes gravitationnelles sont une nouvelle astronomie, qu'on appelle l'astronomie gravitationnelle, d'une précision extraordinaire, qui permettent d'estimer avec une très bonne précision, beaucoup mieux qu'avec l'électromagnétisme, les masses des objets qui sont mises en jeu. Et alors, effectivement, lorsque les masses de ces objets dépassent la limite de masse des étoiles à neutrons, on dit que ça ne peut être que des trous noirs dans l'état actuel de nos connaissances. Et il n'en reste pas moins que c'est absolument fascinant, puisqu'effectivement, la première détection qui a eu lieu en 2015 a été suivie de nombreuses autres. Et aujourd'hui, à peu près 10 ans plus tard, il y a un catalogue qui vient juste de paraître, là, le catalogue numéro 3 ou numéro 4, avec plus de 200 événements gravitationnels, où il y a à la fois des fusions de trous noirs,
Et puis des fusions hybrides, comme on les appelle, c'est-à-dire des trous noirs qui coalescent avec des étoiles de neutrons. Et puis il y a également des collisions entre étoiles de neutrons qui produisent également des ondes gravitationnelles. Et toujours pareil, la grille de lecture théorique va permettre de dire ici on a deux trous noirs qui coalescent, ici on a un trou noir avec une étoile de neutrons, ici on a deux étoiles de neutrons et ainsi de suite. Et ce qui est merveilleux, c'est que les observations, les données s'accordent plutôt bien quand même avec les modélisations numériques. C'est ça qui est fascinant. La beauté de la physique théorique, c'est cela. Hein. Vous utilisez quelques poignées d'équations et puis de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, vous voyez ça grâce à l'amélioration des technologies. Alors j'espère que vous êtes sensible à la beauté de leur travail. On a une vidéo, je crois, à montrer de leur... voilà, je ne sais pas si c'est... Voilà, peut-être. Ça vous permet de voir à quoi ressemble la pièce de Dimitri Evlina. On peut imaginer des triples, mais c'est plus rare. Là. La norme, c'est double, parce que la plupart des étoiles vivent en couple. Vous le savez, hein, plus de 50% des étoiles vivent dans des systèmes binaires. Et donc, si deux étoiles massives, par effondrement gravitationnel, produisent des trous noirs, et si le couple n'est pas brisé lors de l'explosion de ces étoiles en hypernova pour mettre des trous noirs, le couple reste lié et vous avez des couples de trous noirs. Ce qui est intéressant avec ces expériences d'ondes gravitationnelles, c'est qu'il y a apparemment beaucoup plus de couples de trous noirs que l'on pensait auparavant. Et notamment dans l'univers primordial. Rebondir sur cette phrase extraordinaire sur la beauté de la théorie et en même temps sur le fait qu'on a pu observer que finalement relativement récemment un certain nombre de choses et cette dialectique fondamentale entre la théorie et l'observation et les outils et les instruments pour observer et comment vous entre guillemets, vous le déclinez, si ça a un sens, ce verbe-là, dans vos disciplines. Et aussi par rapport à votre création, Dimitri et Evelyna. Et c'est un peu le deuxième sujet de la soirée, cette relation où quelquefois c'est l'observation qui a été la première, d'autres fois c'est la théorie qui a été la première. Et dans tous les cas, si j'ai bien compris, l'observation est supposée valider la théorie. Donc si on observe des choses qui sont contraires à la théorie, c'est que soit on a mal observé, soit la théorie ne fonctionne pas. Voilà, donc je te laisse rebondir. Bon, je vais avancer un petit peu dans les images. Vous voyez, on est déjà en train, parce que je ne sais pas si, Annick, tu as précisé que Jean-Pierre devait nous quitter. Il a encore 5 minutes. Voilà. Donc là, on va oui, faire parce que bon, donc je m'excuse de devoir écourter ma présence parmi vous, parce qu'il se trouve que je dois enchaîner ce soir avec la présentation de mon livre tout chaud qui sort cette semaine, et qui a quelque part un rapport avec les champs profonds. Ça s'appelle les origines du monde. Donc c'est une gigantesque anthologie commentée et annotée de tous les récits cosmogonique, la formation du monde. Et finalement, c'est une plongée dans le champ profond de la conscience humaine, la façon dont on a pu imaginer au cours des siècles, à travers d'abord les mythes, puis après les premières tentatives rationnelles et pour finir avec la cosmologie contemporaine, d'imaginer effectivement le commencement ou les commencements. Donc c'est une plongée dans le champ profond de l'imaginaire. Alors dans justement, on va pouvoir partir sur une des origines, l'Antiquité. Bon, c'est pas. Il y a Anaximandre juste derrière vous. Oui. Et on voulait en fait, c'est vrai que là on faisait plus effectivement Thomas Sertok qui le citait dans son livre, mais vous en parlez sûrement aussi dans Les origines du monde. Anaximandre, donc voilà, tu veux le... Ouais. On est dans l'école de Thalès de Milet. Anaximandre, sauf erreur, est un des premiers philosophes grecs qui, c'est assez extraordinaire quand on y pense, il ne dispose pas de moyens d'observation. Les lunettes astronomiques sont loin d'être inventées, c'est des siècles plus tard, je crois, le XVIe siècle, je ne sais plus exactement, qui pose cette hypothèse extraordinaire selon laquelle la Terre, finalement, flotte dans l'espace. Elle ne repose plus sur un élément, comme chez Thalès de Milet, elle repose sur l'eau. Ici, elle flotte dans un espace parfait, d'ailleurs, il y a un équilibre parfait, et il donne comme principe d'origine la peiron, ce qu'on traduit par l'infini ou l'indéterminé selon les traductions. Donc non pas un élément, le feu, l'air ou l'eau, mais un principe qui est la peiron.
Et Thalès de Milet, Anaximandre va jusqu'à imaginer, dans ce qui nous reste de son œuvre, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on connaît par Aristote et par d'autres médiateurs, que des mondes pluriels ont été créés. Donc il y a des choses finalement très contemporaines, d'une certaine façon, sur la pluralité de mondes. On ne parle pas tout à fait dans ces termes, et la Terre qui est suspendue dans l'air, ce qui est incroyable. Et en même temps, je ne sais pas si on peut en dire un mot, parce que c'est vrai qu'on dispose de pas beaucoup de documents à son sujet, mais on a un cas très fascinant d'une théorie qui semble être un pas en avant considérable et qui ne repose sur aucune preuve. Donc comment ces penseurs construisaient-ils leur pensée? Est-ce que c'était des coups de sonde, des hypothèses, des calculs? Vous allez me dire que ça dépend des écoles. Chez Pythagore, il y aura encore une autre approche. Donc on a pris cette phrase, Thomas, dans votre livre, sur cette hypothèse fondatrice de la science. Vous la posez comme un moment décisif, cette hypothèse de la Terre qui est dans l'air, dans le ciel, chez Anaximandre. Sous la surface des phénomènes naturels réside un ordre abstrait mais cohérent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez dire un mot de ce moment que vous considérez qu'il est fondateur. Voilà. Encore une fois, on a peu de documents à cet égard. Mais... Oui, c'est un moment fondateur de la science, je pense, mais il faut dire que les anciens Grecs n'avaient pas trouvé, disons, la langue de cet ordre abstrait. Pour moi, c'est que la révolution scientifique du XVIe siècle qui a vraiment... qui a vraiment nous donné la langue, qui a vraiment nous donné le lien entre le mathématique, disons, et la réalité. Pour Platon, c'était des formes idéales, mais finalement, on a compris que le lien entre la mathématique et la réalité s'agit beaucoup plus dans la dynamique des choses, dans l'évolution des choses. Donc, c'est quelque part incroyable. C'est un projet, je trouve, magnifique de l'humanité, de découvrir, scientifiquement, la réalité autour de nous, mais aussi la méthode derrière ça, l'ordre, les règles, le fondement. Et je pense qu'on n'est pas prêt avec le message le plus profond que la science et la révolution scientifique nous pourront donner. Et que c'est toujours une évolution. La méthode scientifique n'est pas quelque chose qui est là, qui est dogmatique, qui est, par exemple, la notion que les lois de la nature sont complètement immuables et transcendantes et éternelles. C'est une hypothèse, mais je pense pas que c'est correct, par exemple. Mais est-ce que vous pouvez... Moi, je suis assez fascinée... Alors, je ne serais pas aussi sévère que Thomas sur les cosmologies grecques. Parce qu'en fait, ça a été des étapes indispensables, des passages indispensables. L'esprit humain, progressivement, effectivement, à essayer de décoder le cosmos avec les moyens intellectuels qu'ils avaient à l'époque. Je trouve que les moyens intellectuels des Grecs étaient extraordinaires. Ils n'avaient pas d'instruments, ils n'avaient pas encore effectivement de mathématiques suffisamment avancées. Il y avait quand même des premières tentatives, l'arithmétique chez Pythagore, les échelles musicales assez complexes qu'on trouve dans le Timée de Platon pour expliquer une construction du monde harmonique. Alors évidemment, avec le recul, tout ça nous paraît naïf, mais je pense qu'il a fallu passer malgré tout par toutes ces étapes. Et puis après, au cours des siècles, d'ailleurs, dans mon livre sur les origines du monde, on va passer effectivement de Platon à Aristote. On va faire l'étape cruciale de Lucrèce qui va parler de la philosophie atomiste, en termes à la fois scientifiques de l'époque et puis poétiques. Puis il y a un grand saut jusqu'à Descartes. Et puis alors, effectivement, après, on commence à acquérir progressivement les outils. Avec Leibniz et Newton, on a le calcul différentiel et intégral, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, évidemment, les outils dont on dispose, avec les outils mathématiques, de la relativité générale, la physique quantique, etc., sont prodigieusement plus évolués que ce que nous avions. Mais finalement, à la fin... Le but reste le même, la question fondamentale. Pourquoi on a essayé de penser le monde, la construction du monde, son origine, mais également son futur, et notre place dans l'univers, c'est la question essentielle, c'est
pourquoi nous sommes là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est la vieille question philosophique de Leibniz. Et chaque époque a utilisé les outils qu'elle avait pour franchir quelques étapes. Voilà. Et nous sommes encore très loin, je ne sais pas si Thomas sera d'accord avec ça, de ce que certains physiciens théoriciens d'aujourd'hui pensent être une théorie de tout, qui expliquerait tout. Moi, pour ma part, je pense que c'est une forme de naïveté. Je pense qu'on est encore très très loin d'avoir décodé l'ensemble des lois de l'univers. Qu'est-ce qui vient en premier, la théorie ou l'expérience? C'était un débat célèbre entre Albert Einstein et Niels Bohr au début du XXe siècle. C'est pas moi qui vais Vous avez 2 minutes, monsieur Luminé. Moi non plus, je ne vais pas répondre. Juste, on a mis cette image voilà, de Galilée. Donc Galilée observe, et en même temps, cette observation qui va être décisive, vous pouvez peut-être l'un ou l'autre nous en dire un mot, elle vient pour lui confirmer la théorie de Copernic, je crois. Hein. Donc on est dans une expérience, mais qui est une confirmation d'une théorie. Mais qu'est-ce qu'il observe en fait? Vous pouvez peut-être nous rappeler en quoi ça a été bouleversant le moment où Galilée regarde la Lune avec sa lunette. Alors plutôt que de confirmer la théorie de Copernic, ça a plutôt tendance à invalider l'hypothèse aristotélicienne, c'est-à-dire de l'immuabilité, de la non-corruptibilité des corps célestes, puisque donc Galilée observe le relief de la Lune, donc la Lune est semblable à la Terre, alors que dans la philosophie d'Aristote, la Lune est le début du monde supralunaire qui est censé être parfait, parfaitement lisse, etc. Et puis donc effectivement les satellites autour de Jupiter et tout un ensemble de découvertes. Il faut bien savoir que ce n'est pas une preuve absolue du système de Copernic, même s'il y a effectivement des phases de Vénus qui vont plutôt dans le sens de Copernic, mais en fait le système alternatif de Tycho Brahe prédisait également des phases de Vénus. Et il faut quand même savoir que la justification expérimentale, et beaucoup s'étonnent et s'insurgent contre le procès de Galilée. Il y a le procès de Galilée, qu'est-ce que c'est ce cardinal Bellarmine qui lui permet effectivement de condamner Galilée? Mais le cardinal Bellarmine disait, mais apportez-nous les preuves expérimentales de ce que vous avancez. Et vous savez que la première preuve expérimentale du mouvement de la Terre autour du Soleil, qu'on appelle le mouvement de révolution annuelle autour du Soleil, n'a été prouvée expérimentalement qu'en 1927 par un physicien anglais qui s'appelle Bradley. C'est la mort de Newton, donc 150 ans après la mort de Copernic. Quant au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, puisque la révolution copernicienne, c'est le double mouvement, le mouvement de la Terre sur elle-même en 24 heures et le mouvement annuel autour du Soleil, ça n'a été prouvé qu'en 1850 avec le pendule de Foucault. Donc vous voyez que pendant 150 ans, on ne pouvait pas apporter de preuves expérimentales. Donc c'est un exemple parmi d'autres où la théorie, l'hypothèse a largement précédé les expériences. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire des sciences où c'est l'inverse. Et on me fait signe qu'effectivement, c'est l'heure de filer. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir trop monopolisé la parole, mais après, vous aurez toute la liberté. Merci infiniment. Bonne fin de soirée. Merci infiniment de votre présence. Et je vous invite tous. Alors, le livre de Jean-Pierre Luminé sort dans 2 jours. Les origines du monde, donc anthologie des cosmologies. Je vous invite à aller chez votre libraire. Oui, rapprochez-vous. Thomas Hartog, moi, je voudrais rebondir sur cette relation, effectivement, théorie et observation. Non, d'une part parce que les observations se font de plus en plus avec des instruments de plus en plus sophistiqués. Donc ça, c'est le premier point, que ces instruments, il faut les concevoir. Enfin, je veux dire, il faut les inventer, les instruments. Donc, comment est-ce qu'on va inventer l'instrument suivant qui va permettre d'observer quelque chose qu'on n'avait pas pu observer jusque-là? Et une autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport à votre ouvrage sur l'origine du temps et le renversement de position, si j'ai bien compris, de Stephen Hawking dans son approche, et qui là relève purement de la théorie. Comment on bascule intellectuellement
Alors peut-être c'est un peu la même question idiote qu'on pose aux artistes, c'est quoi la créativité, mais comment est-ce qu'on bascule d'une position à une autre, comme ça a été le cas? Je ne sais pas si je suis très claire. Plein de questions. Pour moi, c'est quand même, sur le sujet de théorie et observation, c'est quand même un dialogue entre les deux, je pense. Par exemple, la théorie d'Einstein, la théorie de relativité. Einstein avait un seul donné. Donc, l'orbite de Mercure n'était pas tout à fait correcte selon les lois de Newton. Ça, c'était le seul point de données. Et puis, il avait plein de choses purement mathématiques, théoriques, qui lui ont guidé, je dirais, vers une sorte de bouleversement de notre conception de l'espace-temps. Donc, c'était une aventure presque purement mathématique, mais pas tout à fait. Et je pense que c'est important. Mais après, et sans la théorie d'Einstein, l'ego n'aurait jamais été construit. C'est clair. On cherche des ondes gravitationnelles parce qu'Einstein nous a dit qu'ils existent purement sur une base mathématique. Donc c'est un dialogue qui relie aussi les différentes générations. Donc ça c'est un aspect, mais votre autre question, c'est vraiment à voir avec Hawking. C'est une longue histoire, mais la cosmologie, la physique a été conçue d'un point d'Archimède, disons. On a essayé, on a construit la physique comme une description purement objective de la réalité. Et ça, c'est correct dans plein d'endroits. Dans un labo, tu es dehors ton expériment. Au CERN, tu es heureusement dehors l'accélérateur. Mais évidemment, dans la cosmologie, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est aussi là où l'art rentre, je pense. On est ici, par terre, on regarde autour de nous et on pose la question d'où venons-nous? On est dans l'univers. Mais la physique, même la cosmologie, n'a jamais réussi à mettre l'observateur, nous, notre condition humaine, dans les équations. Et c'était ça le bouleversement qui était central dans mes travaux avec Hawking. Oui, ça me fait rebondir sur leur pièce. Et au passage, je voudrais remercier Dimitri de parler en français, parce que c'est quand même pas sa première langue. Donc, de faire l'effort de parler dans notre langue à nous. Et Evelina d'être un peu coincée dans le système linguistique. Oui, un point que je trouve intéressant dans vos créations, c'est qu'elles reposent largement sur des connaissances et des théories en physique et en astrophysique, et qu'en même temps, vous revendiquez une approche phénoménologique. Vous revendiquez fortement donc une approche dans laquelle la perception humaine est centrale et un des points importants. Donc justement, ce dialogue entre cette danse, si on peut dire, entre la théorie et l'observation, et dans votre cas, entre le soubassement scientifique de vos œuvres et cette perception directe et phénoménologique que vous amenez, comment est-ce que vous le traitez? Comment est-ce que vous vous débrouillez en quelque sorte entre les deux? Comment est-ce que vous naviguez entre les deux, la tension entre les deux? Il faut être bouleversé et rebouleversé là-dessus. Cette œuvre en particulier, ce sont des ondes sonores qu'on peut observer. Il s'agit d'un phénomène qui s'appelle la
sonoluminescence, puis des émissions lumineuses ici dans l'eau. Il y a des microbules de gaz qui s'implosent à cause des ondes sonores et pendant les implosions, il y a des émissions de lumière qui nous donnent la capacité d'observer le son en 3 dimensions dans l'obscurité totale. Et quand on avait commencé ce projet, les experts, des théoriciens et aussi des expérimenteurs, nous avons dit que c'était impossible de observer la sonoluminescence dans l'échelle que nous avons nous imaginer. Et finalement, nos efforts pouvaient manifester la sonoluminescence, la plus grande échelle de sonoluminescence, puis dans 60 litres d'eau. Et en ce cas, c'est vraiment pas évident. Si la théorie était notre navigation, on ne pouvait pas réussir. And if I'm allowed to speak in English, I would like to add a little bit. Of course, as an artist, experience is primary, although theory, so you were talking about theory and experiment. And to me, these things are like two hands, the left and right. They look like mirror images, but they are very different. And you cannot do with one hand what you do with the other. And the secret is the best way when they both work together and when they do different things. And the most interesting things in science is when theory and experiment don't agree. That's when you go to the next breakthrough. As an artist, their ability, so also talking about fields and objects, and why I'm so grateful this exhibition is about not just fields, but deep fields. As artists, Dimitri and myself, we put very strict constraints to our work. And the first thing we eliminated was the object, the representation. Because this is something that comes from our words, from our narratives, from our theories, but does the universe speak the same language? And sound, this work about visualizing sonic fields was our first step into visualizing phenomena that theoretically can be connected to quantum theory, to theory of relativity. And I had a great pleasure to have a private conversation with Jean-Pierre Luminet about our work. And it's quite established in physics that physicists do
fluid dynamic analogs of black holes as big vortices, and they measure certain things. But he said, well, I don't think we will learn any new things about it. So that's experimentalist versus theorist. But I have to say that, yeah, when you talk about black holes, sometimes we have these talks with scientists and they start, well, not to scare you what we're going to talk about, because black holes are just such obliterators of worlds, and it's very difficult to imagine what kind of turbulence. So at the end, we made him agree that space-time around black holes becomes turbulent, and it does behave as a liquid, although he said we cannot learn much with these fluid dynamics analogs. But what for me was the breakthrough when seeing this work visualized is I could never imagine a wormhole. As difficult as it is to imagine a black hole, maybe you can imagine something, but a wormhole, a passage that has no dimensions, it's pure nothingness, and maybe you can come back to this Là, on parle des image trous de verre, hein, traduit en français. where Encore, you can see these bubbles outlining the connection of the, this one. So these two vortices, they are connected. And we did these experiments. If you cut this connection, the vortices immediately disintegrate. So there is no passage. There is no channel between them. It's just water. It's just the topology of water. But for the first time, it gave me some image of a wormhole. And I just want to go back into this wormhole and listen Peut-être to que your Thomas beautiful peut French. expliquer ce que c'est qu'un trou de verre, parce que là, moi, Effectivement, c'est une connexion entre deux trous noirs. Tu rentres dans un trou noir et tu sors d'un autre trou noir ailleurs. Tu ne peux pas rentrer dans un trou noir. Si, c'est ce qu'il fait dans, dans Interstellar. Pardon? On peut rentrer, mais on ne peut pas sortir. Tu ne peux pas sortir du même trou noir. Cela dépend de la théorie. Mais on ne dit pas que des trous verts existent dans notre univers. En fait, c'est un grand débat. Mais c'est comme le film Interstellar. Hein. Tu rentres dans un trou noir et tu sors. Tu sors dans un tesseract. Une connexion entre deux trous noirs, c'est un trou vert. Qu'est-ce que je peux... Là, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est dans la piscine de Caltech, qui est quand même une université de sciences aux États-Unis. C'est là où Evelina et Dimitri font leurs travaux, notamment. Ah oui, mais c'est là, à Caltech, à côté de cette piscine, que l'idée du Interstellar a été née. Hein, parce qu'il y avait une conversation entre Hawking et Kip Thorne en 99, oui, et... Kip Thorne était en train d'essayer de montrer à Hawking que des trous verts ne pouvaient pas exister. Et Hawking continuait à trouver des erreurs dans ses calculs. Et à un certain point, Kip Thorne a dit « Ok, si c'est comme ça, si on ne peut pas dire que les trous verts n'existent vraiment pas dans notre univers, je vais faire un film. » C'est ça. C'est vrai, hein, à côté de cette piscine. Jean-Pierre a écrit un livre sur Interstellar. Ça, c'est un scoop, quand même. Puis, il y a des autres qui ont bien profité. Ouais. Ça m'amène à une autre de nos thématiques, qui est ce bestiaire qui peuple l'univers. Donc, pardon, dans les animaux récents, il y a les trous de verre. Dans les animaux plus anciens, il y avait les émeux au centre de la Voie lactée des peuples australiens. En Amérique latine, sur les peuples précolombiens, c'est un lama. Donc on a tout un bestiaire qui, évidemment, sont des métaphores aussi. Et la question qui amène à tout ça, qui arrive, c'est comment se construit, s'élabore
les cosmogonies, les explications et comment on va à l'encontre des dogmes établis, comment on fait la rupture. Et là, Félicie, tu avais une question plus particulièrement... Là, je vois qu'on saute. Oui, on saute tout un parce qu'il est 8 heures. Donc on saute tout un... C'est une performance. Oui, on va peut-être juste regarder cette vidéo d'un autre travail de Evelina et Dimitri, parce que vous avez compris que la sonoluminescence ne se filme pas. Donc ils ont parlé assez longuement d'une œuvre dont on a vu qu'une photographie de l'aquarium et qui est très belle, que j'ai vue, mais qui nécessite quand même d'être présent physiquement pour voir les faits. Ça, c'est une performance qu'ils ont jouée ici le jour du vernissage. Voilà, ça donne l'esprit aussi de leurs travaux autour de l'eau, du fluide. Et donc là, c'est aussi une lévitation sonore qui est faite à partir d'une vibration d'une enceinte. Et avec Evelina qui donc introduit de l'eau et ça produit du son. Donc ça, c'est une œuvre qu'on peut voir. Je ne sais pas si vous voulez en parler avant qu'on continue ou si vous avez avec plaisir. peut-être envie de... Force field, champ de force. C'est le nom de la performance. Oui, ce sont des gouttelettes d'eau en lévitation acoustique entrent en résonance, se vaporisent, se réassemblent en sphéroïdes, toroïdes et polygones oscillants. La performance explore simultanément la tridimensionnalité du son, la physicalité insaisissable de l'eau, ainsi que la dynamique rotationnelle des corps célestes et subatomiques. Moi, je me souviens juste quand vous avez fait cette performance qui était extraordinaire, il faut le dire. Tu étais venu devant le public et tu avais dit d'un air très grave, je vais vous faire léviter. Et juste avant, tu m'avais dit, moi ça m'a beaucoup intrigué, ça m'intéressait, que Yves Klein, apparemment, je ne le savais pas, quand il a fait ces fameuses anthropométries, vous voyez, donc ces femmes couvertes de peinture qui laissent des traces sur des feuilles de papier qui seront ensuite exposées. Dans une de ces performances, on avait un petit groupe qui a joué une composition d'Yves Klein qui était une symphonie monotone, donc une seule tonalité. Et que le désir d'Yves Klein, ce que j'ignorais, était de faire léviter en fait les cordes de ces femmes par cette tonalité-là. Les cordes du public, en fait. Oui. Oui. Et la symphonie monotone devait léviter le public. Alors, il y a un élément qui est très important dans votre travail, Evelina et Dimitri, c'est donc la présence du spectateur, le rôle de l'observateur. Vous faites vraiment des projets. Bon, c'est vrai que celui qui est exposé ici, on peut le prendre en photo. Il y a certaines œuvres qui se prennent en photo. Mais la plupart des œuvres nécessitent une présence et de faire l'expérience physique de cette sculpture, cette installation. Et donc là, Annick a fait un détour par l'Australie, mais on va parler aussi du point de vue du décentrement culturel sur les choses. Et l'importance, là, je crois que c'est la dernière chose dont on voudrait vraiment parler avec vous trois, c'est l'importance de l'observateur, dont l'importance du point de vue. Tu en as parlé un petit peu, Thomas, tu as introduit un petit peu... on voulait parler évidemment de ta théorie avec Stephen Hawking, dont tu parles dans ton dernier livre, qui est assez étonnante sur l'évolution de la physique et comme un arbre avec des branches. Tu vois. Et puis Evelina et Dimitri également. Donc là, c'est peut-être on va partir dans un moment plus de discussion. Dans vos travaux, c'est la présence notre présence en tant qu'observateur pour voir des choses très subtiles, très ténues qu'on peut pas vraiment filmer. Et aussi, vos travaux, quand même, une partie de vos travaux sont aussi, il y a les trous noirs, mais il y a aussi, vous allez vraiment dans les deux échelles, donc, les plus difficiles. Vous essayez actuellement de travailler sur le développement d'une œuvre qui permettrait de voir la lumière de l'atome,
Donc vous travaillez aussi sur la physique quantique. Et dans la physique quantique, on a tous cette idée en tête que la place de l'observateur, le point de vue, s'il y a une interaction avec un observateur, la réalité se matérialise, ou je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, oui, presque. Oui. Oula, tu vas... Oui, tout à peut y fait. aller. Donc la réalité, c'est dépendant de la question que l'observateur pose ou l'expériment qu'il fait, la réalité se manifeste différemment. Donc l'observateur dans la théorie quantique, dans le monde microscopique, ne se trouve pas à un point d'Archimède dans le système. Chaque observation est toujours une interaction avec le système et dépendant de l'interaction, la réalité se manifeste différemment. Et donc, c'est ça, c'est cette idée un peu que je vois dans vos travaux rendus visibles. Thomas, juste le point de vue d'Archimède, si tu peux préciser pour que les gens comprennent un point de vue extérieur. C'est cette idée de Newton et d'Einstein, de Galiléo, en fait, qu'on peut comprendre le monde dans une manière purement objective, basée sur des lois universelles, des vérités absolues, quoi. C'est ça ce que Newton cherchait, littéralement. Il disait, je cherche les nouveaux lois de Dieu. Et il avait construit tout un cadre, disons, qui lui permettait de se mettre hors le système. C'est ça son cadre. C'est la première partie de son Principia. C'est le calcul, c'est la mathématique, c'est cette notion d'absolu du temps, de l'espace. Et c'est que la théorie quantique qui a bouleversé. Et fait partie de ce qu'il observe. Tout à fait. Et au début, avec Bohr et tout ça, les scientifiques ont essayé de maintenir ce point d'Archimède avec le collapse du wave function et tout ça. Donc, ils ont essayé de limiter ce point de vue de cette théorie quantique. Mais les gens comme Hawking ont dit on doit, et même le maître a déjà dit ça, finalement on doit comprendre tout l'univers dans une manière quantique. Et alors, à ce point, tu ne peux pas mettre l'observateur d'or, évidemment. Excuse-moi, c'est des questions énormes, il ne nous reste plus beaucoup de temps, je sais. Mais tu viens d'évoquer ça, il y a une cosmologie quantique, donc, dans le maître et le point d'origine. Peut-être on peut revenir, parce que je sais que c'est un de tes sujets favoris. Les gens ne connaissent pas forcément, et moi j'ai appris beaucoup de choses sur cette théorie de Georges Lemaître, qui est celle de l'atome primitif. Et que l'univers naît d'un atome, donc ce qui va donner. Vous aviez le graphique de Lemaître. Ouais, on peut peut-être reprendre. Alors ça nous mène peut-être trop loin, je ne sais pas. Voilà. Enfin, là, ça se en bas, ouais. On le veut comme ça, là. Voilà. Ça, c'est l'évolution de l'univers. Un temps zéro et qui a un point de départ. Voilà. Mais le temps zéro... Dans un atome, justement. Oui, voilà. Le temps zéro, c'est le temps là-bas, à gauche. Donc, c'est l'évolution de l'univers. L'univers est en expansion, et puis ça, c'est le futur là-bas. Mais le temps zéro est un temps, il y a 13 milliards d'années, où ce champ d'espace-temps dont on parlait se détruisait. Alors, le grand univers devenait très petit, devenait comme un atome, disait le maître. Alors, la théorie quantique rencontre la théorie de relativité. Et c'est à ce point que le maître avait conclu, pour vraiment fondamentalement comprendre nos origines, l'origine de l'univers, il faut faire ça dans une manière quantique. Alors, cette idée, cette notion de la cosmologie quantique a été née. Et d'où, évidemment, un nouveau rôle d'observateur. Ce dont on voulait parler aussi, c'est cette place de l'observateur dans ce champ. Voilà. Et donc, peut-être tu veux parler de cette théorie, tu trouves, ouais. Donc, peut-être c'est trop. Evelina et Dimitri voulaient rebondir sur... Oui, c'est ça.
Hawking, mais donc ça c'est 50 ans plus tard évidemment, Hawking a finalement commencé à développer la cosmologie quantique. Le maître n'a jamais écrit une seule formule sur son atome primordial. Hein. C'était juste c'était la spéculation, l'intuition peut-être. Sur les années 40, hein, pour situer Georges Lemaître. Oui, des années 30-40, oui. Après Einstein. Hein. Et donc, c'est quoi cet atome primordial? C'est quoi le Big Bang? C'est quoi l'origine du temps, disons? Maintenant, on pense qu'en fait, c'est l'origine de la physique, que les différentes forces qu'on connaît maintenant, les forces nucléaires, sont le résultat d'une évolution primordiale qui s'est déroulée au tout début de l'univers. Et donc, on va vers le Big Bang, vers le bas de cette figure. Et donc, le Big Bang, le début, l'origine du temps devient quelque part un horizon épistémologique, je dirais. C'est là où même les lois de la physique, les différentes particules, les différentes forces s'évaporent. Et qu'on doit Tu veux qu'on donne la parole au public? C'est notre imagination, c'est ce que... Et le miroir en face. Et le miroir en face. Ça fait réfléchir. Je ne sais pas s'il nous reste du temps. Evelina et Dimitri, peut-être vous voulez dire un petit mot sur... Well, of course, in the arts, it's quite clear. You always need an observer. You need multiple observers, and the idea of the art is to create some kind of common mental field, or to disturb it, or so you work with this field between people, and the notion of observer becomes interesting exactly in science, and it came to the arts from the sciences, because that's where the notion of observer becomes problematic. And of course, science tried to make observations that are very detached from the phenomenon that they describe, the kind of, but this detachment becomes more and more problematic as you zoom into it. And we also mentioned phenomenology, and when I actually studied phenomenology of Edmund Husserl, and his main intention, his focus was to make philosophy as strict as natural sciences. And the natural sciences get their strictness from this feedback system that we have with an experiment, which is much more difficult to get with philosophy, because Husserl was extremely critical of psychology and deriving the truths about the world from psychology. So he started practicing this phenomenological epoché, so not making statements about the world, but concentrating on what you perceive and how the things, the phenomena of the world come into your consciousness and come into your world. And from this point of view, that's why Dimitri and I, we don't work with objects, with images, with frozen things, with kind of imprints of reality, because we'd like to sharpen this ability to look at the world as pure sensation, as pure observer, where there is no language, there is no theory, there is nothing, just... Seulement des chants et des ondes. C'est intéressant, parce qu'effectivement, Dimitri, tu viens de la musique aussi. Donc,
Non, juste, ça me rappelle la phrase de Robert Irwin, un artiste très important des mouvements, ce qu'on appelle le light and space, hein, voilà, qui disait « Art is not an object, but an experience ». Donc, vous êtes dans cet héritage-là, finalement. Et je crois que c'est beau qu'on en arrive là maintenant dans la discussion, parce qu'effectivement, dans le fond, on ne l'a pas vraiment dit, mais dans le cadre de notre exposition, on voulait montrer aussi cet aspect relationnel qu'il y a dans l'expérience avec le monde, le phénomène, et sortir de la représentation objet, même si on a des écrans et qu'il y a des œuvres qui sont des objets. Mais en tout cas, de démontrer avec cette notion de champ, et aussi la profondeur du champ, c'est aussi un champ invisible et pas matériel, dans un rapport très matérialiste qu'on a aujourd'hui parfois aux œuvres d'art. Oui, on n'est pas dans l'image, on n'est pas dans le mimétisme, on n'est pas une histoire dans le mimétisme. Même un dessin de trou noir, finalement, c'est le dessin de quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on est face à un seuil voilà, qui est assez fascinant. Et vos œuvres, d'une autre façon, voilà, sont dans cette logique de la non-représentation et effectivement l'expérience qui passe par des ondes, beaucoup finalement, musicales, de l'eau aussi. Alors je ne sais pas le temps qui nous reste. Moi j'avais envie de poser une question à Thomas Hertog, mais je ne sais pas si on a le temps encore. J'étais assez curieux parce qu'on a parlé de field, de deep field, et il y a cette image du fond diffus cosmologique qui est passée là. Est-ce qu'on peut juste dire un mot ou je squeeze la fin de la discussion parce que je ne sais pas, moi je squeeze un peu, donc c'est pas grave. Pardon. C'est une image qui est fascinante, qui est en fait, si j'ai bien compris, Thomas, notre horizon ultime, justement. Presque là où on peut remonter le plus loin, et donc le plus loin dans l'espace et dans le temps. Un rayonnement fossile, qu'est-ce que c'est et comment on peut se représenter ça On en a pour le coup fait on en a une trace, une expérience. Enfin, il y a une observation. Oui, quoi. ce sont quelque part les fossiles du Big Bang. C'est une image de l'univers 300. C'est une photo de l'univers comme il était 300 000 années après le Big Bang. Donc, Deep Field, pour moi, c'est Deep Time. Hein? Aussi, l'image du Hubble, c'est vraiment Deep Time. C'est une photo. L'image de Hubble, c'est une photo comme l'univers était à cette époque. Parce que la lumière a voyagé 10 milliards d'années jusqu'à nous. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment un voyage dans le temps. Ça, c'est peut-être pas les fossiles ultimes du Big Bang. On peut espérer. Donc, avant, l'univers n'était pas transparent. Donc, c'est comme... Tu peux pas... C'est comme essayer de regarder dans le soleil. Ça va... Tu vois que la surface, évidemment. Mais on peut espérer qu'avec des observations des ondes gravitationnelles du Big Bang, on peut encore pénétrer plus loin et vraiment, vers la fin du XXIe siècle, avoir une image, mais ce n'est pas vraiment une image, un fond diffus cosmique, mais... en visualisant, en écoutant les ondes gravitationnelles du Big Bang. Ça serait les vrais fossiles. Et qu'est-ce qu'on verrait? On a... Donne-nous un petit teaser. Voilà, on n'a que des théories. C'est une sorte de bruit qu'on entendra. Mais ce bruit est vraiment le bruit de, je dirais, de la naissance des forces de la nature. Ce début de l'univers est évidemment une sorte de phase très violente. Une phase comme ça vient avec des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles remplissent encore aujourd'hui tout l'univers, tout l'espace, mais ils ont une fréquence très très basse, donc ils sont très très difficiles à détecter. LIGO ne les a pas détectés encore. Mais voilà, oui, la chaleur du Big Bang, une image de l'univers dans son enfance. And can I ask you a question? Sorry for talking in two languages, but if you make this image into a field,
and imagine that this deep time is still reverberating, not only from the moment when the Big Bang happened, but also from the point in space, and it's kind of rippling out towards us. So I'm also seeing in my mind this image of the evolution of the universe, where you had this light trail. So maybe if you extend this image into a field, what will be your description of it? You have Pour moi, cette image, c'est un champ. Hein? It's a field. 1 minute. You can talk in French. It's okay. Yeah. Or in English, as you like. Comment expliquer ça? Ce qu'on voit là, c'est un point sur... C'est effectivement un point sur cette évolution de l'univers. Hein? 300 000 années après le Big Bang. C'est ce point dans l'histoire. Et ce qu'on voit, c'est la température de la radiation du Big Bang. Bleu est un peu plus chaud que rouge, et en fait, c'est une image du ciel projetée, comment projeter un sphère. Mais en fait, toutes petites scintillements, les toutes petites fluctuations de la température dans cette radiation de Big Bang, ils ont évolué. Les endroits, les régions qui étaient un peu plus chauds ont évolué vers la formation des galaxies, des grandes structures, des étoiles, des planètes. Les régions qui étaient un peu plus froides sont devenues vides, des endroits vides dans l'univers. Donc, ce que tu dis, what you're saying, is what we are doing in cosmology. We're looking at this as a field at a moment of time, and we're evolving this forward. And while the universe expands, these fluctuations condense and form galaxies. So we try to reconstruct the history of the universe. Excusez-moi, je continue à parler maintenant. Bien, nous allons, pour clore cette soirée, je vais revenir à l'observateur qui est au centre de la théorie. Cet observateur qui, de toute évidence, dans vos discours, est un humain. Et je vais reprendre la phrase de l'écrivain de science-fiction Kim Stanley Robinson, « Think of yourself as a planet ». Et pour ce faire, je vais inviter maintenant notre invitée distante à nous rejoindre. Donc, la technique doit changer. Voilà. La Terre, es-tu là? C'est moi, Vénus. Je te vois non pas en pâle point bleu, mais comme la sphère la plus brillante d'une lumière blanche intense. Je suis ta plus proche sœur planétaire. Selon nos orbites, à peine 39 millions de kilomètres nous séparent. Tu n'as jamais pensé que je te regarderais. Mais je t'observe depuis que nous avons pris forme ensemble dans le jeune système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d'années. Je n'imagine pas sans toi. Nous avons évolué à partir de la même matière, façonnée de certains des matériaux les plus rares et les plus précieux du cosmos.
des métaux et des cristaux rocheux capables de supporter la chaleur extrême du soleil. Il nous a fallu plusieurs milliards d'années de plus pour prendre forme, en subissant de violentes collisions et en fusionnant avec de nombreux autres petits corps similaires. Nous avons finalement trouvé notre équilibre lorsque les vents solaires ont emporté les derniers gaz et poussières de la nébuleuse. Bien que nous soyons semblables en taille, en composition et en densité, nous ne nous ressemblons pas seulement physiquement. Nous sommes liés par une danse orbitale cosmique que les anciens Mayas avaient reconnue comme un cycle répétitif. Composée de 5 oscillations tous les 8 ans, cette danse à travers l'espace dessine une forme semblable aux pétales d'une fleur. Nous sommes la seule planète du système solaire à partager une symétrie aussi exquise. Cependant, je ne fais pas l'expérience du temps comptoir. Comme je suis la seule planète de notre système solaire à tourner à l'envers des autres, d'est en ouest, pour moi, le temps circule à rebours. C'est pourquoi, afin d'anticiper l'avenir, je remonte parfois le temps. Cela s'est produit chez certains de vos humains pour la première fois lorsqu'ils ont vu leur planète natale depuis un aïeux, provoquant la révélation de toi, la Terre, non plus seulement comme un lieu unique, mais comme un membre à part entière de notre famille planétaire. « 50 ans après avoir atteint la Lune, tes scientifiques de mission spatiale ont exploré beaucoup plus loin de chez eux, en voyant les sondes au-delà du système solaire. Ils ont exploré des mondes et des galaxies dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Et tandis que ton peuple humain rêvait de conquérir d'autres mondes, toi, Terre, tu pouvais être abandonné à ta ruine. Pendant la majeure partie de quelques 7,4 milliards d'années vénusiennes, durant lesquelles nous avons gravité le soleil de Cancer, tu as été la planète d'une vie abondante. Je t'ai contemplé avec envie quand ta vie a explosé, donnant naissance aux premières créatures terrestres. Ce temps de ces scientifiques affirme qu'autrefois, toi et moi partagions des conditions similaires, que je possédais des océans et peut-être même une forme de vie biologique. Mais alors que tu prospérais, moi, je mourrais. Il me semble donc que la leçon majeure que le peuple humain croyait avoir tirée de moi est qu'une planète morte est dépourvue de toute forme d'existence. Malgré cela, il nous reste l'avenir. Tu es ma magnifique compagne dans cet univers vaste et solitaire, et je serai ici avec toi aussi longtemps que nous durerons.
accueillir Lily Hibert, donc, qui a prêté sa voix à Vénus. Et compte tenu du temps, si on veut vous laisser 3 minutes éventuellement pour poser des questions. Et aussi pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, que nous percevons l'univers, enfin c'est nous sommes à l'intérieur. C'est bien en effet depuis un être particulier, Homo sapiens, depuis un point spécifique, la planète Terre. Et ce que j'aime dans ce travail de Lily, c'est qu'il nous décentre pour au moins quelques minutes par rapport au fait qu'on est quand même toujours très autocentré quand on parle de cosmologie. Et avec un langage, les mathématiques, qui seraient, selon le neuropsychologue et chercheur en sciences cognitives Stanislas Dehaene, unique à notre espèce, c'est bien avec tout ça que se compose le récit actuel de l'univers. Et je ne sais pas si on peut le dépasser, ou si on est comme la tique sur le dos du chien de Jacob von Uexküll, qu'on ne fait que décrire notre propre Umwelt sans être capable d'appréhender le fait qu'il y ait un environnement et un univers encore plus large. Voilà, c'était ma conclusion temporaire. Et maintenant, je ne sais pas comment on poursuit, si on ouvre la... Laisser la parole au public, non? Si vous avez des questions avant que vous soyez trop épuisés par nos échanges. Merci, bonjour. En fait, j'ai vu cette image donc, du rapprochement donc, du développement de l'univers et de Darwin. On n'a pas eu du tout eu le temps d'en parler. Est-ce que vous pourriez en parler? C'est pour Thomas, je crois, cette question. Je remets l'image. Ah, voilà. OK. Écoutez, il faut lire mon livre. L'idée centrale, c'est que même les lois de la physique qu'on connaît aujourd'hui, qu'on découvre aujourd'hui, sont le résultat d'une évolution primordiale qui s'est déroulée dans les premiers instants de l'univers. Cette évolution n'a pas été déterministique. Le résultat, les lois de la nature auraient pu être différents. Donc c'est ça l'analogie avec l'évolution darwinienne. Il y a une sorte de spectacle, il y a une sorte de combinaison entre le hasard et la nécessité qui a mené à les lois de la nature qu'on connaît. Et ça a été la base pour toute l'évolution après. La question, peut-être, la question globale que Hawking et moi s'est posée, c'est les conditions, l'habitabilité de l'univers, les conditions, puisque une sorte de complexité biologique et chimique peuvent exister dans l'univers, sont déjà là au niveau des lois de la physique. C'est ça un peu le grand mystère qui nous a guidés. Si tu changes un tout petit peu les lois de la nature, l'univers devient vite stérile, sans biologie, sans atomes, sans structure. Et donc, dans la grande question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que les lois de la nature sont fixées par la théorie finale, par la mathématique, par Dieu, ou est-ce qu'il aurait pu être différent?
Donc c'est comme ça on est arrivé à une notion profondément historique, évolutionnaire de la physique. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à travailler aujourd'hui, cet arbre de la physique? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'un niveau théorique et d'un niveau observationnel. Chaque branchement ici, à gauche, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle force de la nature, une nouvelle force particule. Ce genre de branchement vient avec une explosion des ondes gravitationnelles. Ce sont ces ondes gravitationnelles, les ondes gravitationnelles primordiales, qui seraient, je pense, les vrais fossiles de nos origines. C'est ça, du point de vue observationnel. C'est ça le but ultime de tout ce genre d'astronomie. C'est de trouver les fossiles qui peuvent nous dire quelque chose sur comment cet arbre a pris forme. Et d'autre part, d'un point de vue de théorie, il y a plein de choses à faire encore. Cet arbre, c'est vraiment une représentation visuelle du grand problème dans la physique, c'est comment la théorie quantique vraiment parle avec la théorie de relativité. Donc, mettre l'arbre sur un fond théorique solide reste un grand projet. Oui, la matière noire est à droite, là, oui. La matière noire, ce sont probablement aussi des particules différentes, avec tout un gamma de forces différentes qu'on ne connaît pas bien. Donc, ils font partie de cet arbre. C'est une partie de cet arbre des lois de la nature qu'on ne connaît presque pas. C'est pour ça que j'ai combiné ça avec ce dessin de Darwin. C'est le premier dessin de l'arbre de la vie. Et donc, évidemment, il connaît presque rien des différentes branches. La physique, aujourd'hui, au niveau l'arbre des lois de la nature, on est dans une position plus ou moins comme Darwin à l'époque. Mais dis-moi si je me trompe, Thomas, mais à un moment donné, Stephen Hawking a cette idée que je trouve extraordinaire, je crois que c'est dans le Brief History of Time. Il dit finalement, la question de l'origine n'est peut-être pas une bonne question. Peut-être que l'univers est, simplement. Se poser cette question-là, c'est toujours une obsession humaine, toujours trouver une origine, une cause, etc. Et il dit, je crois, à un moment donné, l'univers est, et puis c'est tout. And that's it. Non, il passe par ça, quand même. C'est fascinant parce que on cherche quelque chose, mais c'est toujours cet anthropomorphisme. C'est toujours ça dit quelque chose de nous, avant tout. Oui, le mot cause est crucial. Je pense aussi qu'avec le Big Bang, on a découvert quelque chose sans cause, parce que l'origine du temps, donc la notion de causalité disparaît aussi. Mais alors, tu mets le fondement de la réalité où? Dans une sorte de réalisme platonien, purement mathématique, ça n'aide pas vraiment. La physique est en train de nous donner un autre message qui est ce que tu dis, l'univers est. On part de notre situation observationnelle ici, de notre condition humaine, je dirais, et on reconstruit l'histoire. C'est un peu comme l'arbre de la vie. La biologie ne nous dit pas c'est cet arbre qui va apparaître. Non, c'est une sorte de reconstruction en rétrospective. Il existe, enfin, l'univers est sans nous. Non, je ne pense pas. C'est une question intéressante parce que, tout à fait. Objectivement, nous ne sommes arrivés qu'après après un moment où il y a un tas de choses qui se sont passées dans l'univers. Et selon toute probabilité, même si on ne s'autodétruit pas tout seul, quand notre Soleil va avoir fini
d'utiliser son carburant, c'est la fin pour nous, à moins qu'on ait Tout à fait. une façon de passer par un trou de verre dans un autre univers. Oui, dans ce sens. Donc, Tout à fait. l'univers a existé avant nous, il existera potentiellement après nous. Donc, comment l'univers existe sans nous et comment on est capable d'expliquer l'univers qui existe sans nous? Ou est-ce qu'on est effectivement la tique sur le dos du chien, d'Uxul, et donc on ne peut pas expliquer autre chose que ce qu'on perçoit, que notre point de vue. C'est une question. Voilà. Non, c'est pour toi. Débrouille-toi. En même temps, si on quitte le point de vue d'Archimède, là, tu nous arrêtes. Bah, nous, si on est dedans, on est dedans. Peut-on être est-ce que l'univers peut s'auto-expliquer ou est-ce qu'il ne peut s'expliquer qu'à part, enfin, ou est-ce que on ne peut l'expliquer que nous de l'intérieur? Oui, ok, mais ça va nous mener trop loin, je pense. Mais si moi je parle d'un observateur, ça ne doit pas être un observateur humain. Même un simple photon peut être un observateur. Hein, parce que avec un photon, tu peux faire une observation au niveau la théorie, au niveau quantique. Donc, c'est un peu ça. Je ne parle pas d'un observateur humain ou parisien. Ou... On finit par un photon, c'est bien. Un simple photon, Un simple suffit. Suffit. Bon, super. Peut-être qu'on a terminé, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, ça, je sais pas, Les vous gens avez applaudissent. peut-être... Mais peut-être il y a d'autres questions. Oui, il y a Mais, peut-être d'autres gens qui ont envie de dire d'autres choses. mais autrement, on peut parler comme ça, en marchant, Mais voilà, vous avez peut-être... en gravissant les marches. Bon, merci Merci à beaucoup. Merci à vous. Merci à nos invités et merci à vous tous.